Le projet de quitter Versailles et de s'établir dans une place forte parut au roi plus avantageux, mais ce projet fut promptement connu et les patriotes s'en alarmeront. Les habitants de Paris ne s'étaient pas seulement donné une organisation politique, ces 60 quartiers généraux de bataillons étaient aussi 60 chefs-lieux des districts qui avaient chacun son président et ses secrétaires et ses bureaux. Là, tous les oisifs de la bourgeoisie et de la populace ayant écouté des arrêtés qui se formeront à cette manie de bavardage dont les effets feront si funestes 3 années plus tard. La nouvelle du projet de la fuite du roi s'est répandue rapidement. La population du faubourg Saint-Antoine fut bientôt mise en mouvement. Une masse immense de peuple se rassembla devant l'hôtel de ville, disant qu'elle voulait marcher sur Versailles et ramener le roi. Monsieur de Lafayette refusa longtemps de se mettre à sa tête, mais enfin, réfléchissant qu'elle pourrait bien se passer de lui, il fit prévenir les chefs de la garde nationale et les engagea à conduire à Versailles tous les citoyens raisonnables pour s'opposer au désordre dont il ne prévoyait que trop les suites funestes. Beaucoup de gardes nationales, parmi lesquelles se trouvaient quelques compagnies incomplètes de mon bataillon, se rendiront à l'hôtel de ville. Je m'empressai de les joindre. Nous y trouvâmes une populace furieuse qui criait à la trahison et qui s'excitait à tous les essais de la rage et du meurtre. Ce torrent s'est mis enfin au mouvement et grossissait en avançant. Le commandant général précédé, suivi de canons et de caissons montés par des femmes ivres. Des bouts de l'espèce humaine, la garde nationale marchait ensuite et les pelotons étaient sans cesse traversés par ces furieux. Nous avions de l'humeur dans ma compagnie et nous traitâmes si sévèrement ceux qui vinront au milieu de nous qui n'oseront plus nous approcher. La marche dura 8 heures et l'on arriva dans l'avenue de Versailles que la nuit fermée. Si la cure avait voulu se décider à prendre un parti violent, le succès en était infaillible. La garde nationale ne s'élevait pas à plus de 6 000 hommes. Les bandits qui le précédaient et l'enterraient étaient environ 8 à 10 000, mais dans un tel désordre qu'une charge de quelques escadrons aurait suffi pour tout dissiper et quelques volets de canon leur auraient ôté le goût de revenir. Mais la cure manqua de courage et le roi crut sa famille plus on serait été dans un château mal gardé que sur une grande route entourée des troupes fidèles. L'arrivée de cette multitude épouvantable, le château fit chanceler la troupe des lignes et satisfit l'Assemblée. Les membres qui avaient de l'influence sur ces décisions n'ignoraient pas les injures qu'on leur prodiguait à la cour et le sort qui leur était réservé si le roi pouvait s'échapper. Les courtisans ne cachaient pas que le supplice plus ignominieux attendait les membres qui commençaient à se distinguer dans cette lutte. Les séjours de la détention du roi à Paris furent donc résolus, mais probablement on ne s'attendait pas au cortège qui arrivait et surtout aux excès dont il se rendrait coupable. Nous fîmes halte sur la grande place, en face du château. Le régiment de Flandre y était en bataille. La populace l'entoura, les femmes, le verre en main, amuseront les soldats par ces propos grivois et ces langages des Halles, dont la bonne compagnie
ne s'est pas toujours montré assez révolté. La séduction était trop forte pour des soldats qui n'entendaient rien aux discussions politiques et déjà trop d'exemples d'indiscipline avaient été donnés pour qu'ils puissent résister. Aussi, les officiers feront des vains efforts pour les contenir. Le colonel ne sut ou ne peut prendre une partie car il n'avait point d'ordre précis. Monsieur de Lusignan, qui les commandait et que j'ai connu depuis, était un homme d'honneur. Mais comment se tirer d'une position si délicate? Compte à 5 ans, pas de lui, le roi lui-même ne savait que faire. Le régime fut donc contraint il ne resta plus au monarque que les gardes du corps. Des sons suisses et son inutile coup, la garde nationale resta sous les armes jusqu'à 1 heure du matin, qu'on lui permit de chercher du repos avec ordre, de se préparer au premier rappel. Monsieur de Lafayette était monté au château et avait cherché à rassurer la famille royale. Il fut reçu avec une défiance et du froideur qui étaient bien permis ce corps puisqu'il arrivait à la tête d'une troupe de bandits furieux. On pouvait croire qu'il était leur commandant. Il ne pouvait cacher que la population de Paris elle-même le semblait constituante. Voulions que le roi vînt s'établir à Paris. La cour devait donc se décider ou partir ou résister, ou enfin chercher un asile loin de la capitale. La discussion sur le parti à prendre s'était vitale. J'ignore, il paraît que le roi attendait des secours militaires ou une résolution forte de l'Assemblée qui peut imposer à la multitude les secours que M. de Lafayette lui proposa pour le défendre furent refusés. Il déclara que ses gardes lui suffisaient pour le protéger. Et loin d'accepter les services de la garde nationale de Paris, qui était très dévouée, il ne voulut pas même l'assistance de celle de Versailles qui commandait en seconde Alexandre Berthier, depuis le maréchal prince de Neuchâtel. Celui-ci m'a raconté qu'il avait été fort maltraité par les courtisans et que, quoiqu'il fût très dévoué au roi, on ne voulut plus entendre parler de lui. Dès le moment où il eut accepté le commandement de la garde nationale,